vaste question. Vaste question, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, petit souci technique, c'est parti. Bon. Moi, à la base, je suis française, j'ai grandi dans le sud-ouest de la France. Je suis installée à Montréal depuis 12 ans maintenant. J'ai commencé, je viens d'une petite ville dans le sud-ouest où le graffiti n'existait pas du tout. En fait, c'est un peu un hasard de la vie que j'ai ce parcours-là aujourd'hui. Mais je viens vraiment de la campagne, j'ai grandi dans la campagne. Les premiers graphes que j'ai vus, je pense que c'était à la télévision. Et puis après, j'ai commencé un peu... Alors, il y avait un mini skatepark dans ma ville et j'ai commencé à faire du roller et du skate. Puis c'était le seul endroit de ma ville où il y avait une forme de graffiti. Puis ça m'a tout de suite parlé parce que j'adorais dessiner quand j'étais petite. Et ça a commencé à m'intriguer, j'ai commencé à m'intéresser un peu au mouvement, j'ai rencontré quelques graffeurs de ma région et puis par la suite je suis allée faire des études à Toulouse, qui était la grande ville à côté de chez moi. Et Toulouse, c'est une ville qui était quand même très réputée pour le graffiti, c'est une culture qui est très présente là-bas et donc j'ai commencé vraiment à être active dans ce milieu-là, dans ce type d'art-là, en m'installant là-bas. C'est comme ça que j'ai fait, que j'ai commencé à avoir des petits contrats. Alors au départ, quand on commence, c'est souvent des petits contrats bénévoles pour les copains. Est-ce que tu peux faire ma pochette d'album ? C'était à Toulouse que tu as commencé à faire tes premiers contrats. C'est ça. Donc contrat, on va dire des fois payé, mais le plus souvent pas payé. Ce n'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Et puis ensuite, je me suis installée à Montréal. Et à Montréal, il a fallu que je refasse ma place un peu. Et puis petit à petit, là, j'ai commencé à avoir de plus en plus de contrats. Avec les années, mon art s'est un peu plus affiné. Et avec le bouche à oreille, j'ai commencé à avoir mes premiers contrats. Donc, comme je faisais de la danse, il y a beaucoup de salles de danse au début qui m'ont demandé « Est-ce que tu peux faire une déco dans notre salle de danse ? Est-ce que tu peux faire tel logo pour tel événement ?» Et par la suite, de fil en aiguille, j'ai commencé à me professionnaliser un peu. Mais j'ai toujours, jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à il y a 3 ans, j'ai toujours gardé une activité salariée à côté de ta passion, pour le graphe. En fait, c'est ça, parce que je voulais pas imposer, un peu travestir mon art dans le sens où pour moi c'était important de rester libre dans ma création, de ma créativité et de pas être obligée d'accepter tous les contrats pour pouvoir manger. J'avais pas envie de créer avec le stress, avec la boule au ventre, avec l'obligation d'aller devoir démarcher parce que moi je suis hyper nulle pour démarcher. Là, tous les contrats que j'ai, c'est les gens qui viennent à moi. Moi je déteste faire des référés automatiquement. C'est ça, je déteste aller démarcher les gens, je ne l'ai jamais fait. Peut-être un jour je le ferai, mais pour l'instant. Donc c'est ça, donc j'ai une activité professionnelle salariée à côté. Moi je viens du milieu culturel, donc j'ai travaillé dans la gestion de projets culturels. Et j'ai travaillé beaucoup avec des artistes, donc ça me permettait de voir aussi l'envers de la médaille et de comprendre pourquoi j'étais salariée à côté, pour éviter quelques galères. Mais finalement, j'ai voulu, en fait, le monde de l'entrepreneuriat m'intéressait beaucoup. Et j'aimais le côté un peu liberté de l'entrepreneuriat. Enfin, le côté liberté, évidemment, quand on est entrepreneur, on sait que c'est du bullshit. Ouais, exact. Qu'on n'est pas vraiment libre, mais qu'au moins on choisit nos contraintes. Ouais. Et en fait, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, mais pas spécialement dans mon art. En fait, je me suis lancée, comme moi, je faisais beaucoup de coordination de projets, d'administration et tout dans mon emploi. J'ai monté une entreprise de gestion de projets et d'administration virtuelle. Donc, en fait, j'ai voulu faire ça pour me permettre d'avoir plus de temps pour mon art à côté, parce que ça me permettait de gérer mes horaires quand je voulais. Si j'ai un jour pendant 3 jours, il faut que je m'absente pour un contrat, je peux le faire, je ne suis pas toujours obligée de négocier avec un employeur, etc. Donc j'ai monté mon entreprise et ce qui fait que maintenant je suis une slasheuse parce que je suis à la fois artiste et à la fois artiste entrepreneur parce que j'ai des contrats artistiques et je suis à la fois entrepreneur dans un domaine qui n'a absolument rien à voir. Et je jongle entre les deux. Waouh. Donc voilà mon parcours. C'est super intéressant. Et du coup, au niveau de tes études, tu as étudié dans quoi ? Donc, parce que tu dis que tu as travaillé dans la médiation, gestion culturelle, etc. Mais quel a été ton parcours universitaire
Alors, moi, j'ai étudié en gestion de projet culturel et social. Ok, Ça a ici à été- Montréal Non, j'ai ou- étudié en France D'accord. et en fait, j'ai fait mes études sur Toulouse et sur Bordeaux. Et ensuite, je suis venue à Montréal et j'avais travaillé un peu en France, mais le plus gros de ma carrière a été à Montréal, où le milieu culturel est quand même dynamique et Ouais. où j'ai eu moins de difficultés à trouver un travail. Ouais. D'où la raison pour laquelle je suis venue immigrer. Ouais. Mais merci beaucoup pour ce partage par rapport à ton nom de scène, Wuna. D'où vient Wuna? Qu'est-ce qui t'a inspiré Il n'y a pas Quelle est la vraiment... signification? En fait, il y a pas tant la signification n'est pas si importante. En fait, j'ai juste choisi un nom d'artiste parce que dans le milieu des murales, du graffiti et tout ça, on ne donne pas son vrai nom normalement. Parce qu'il y a un côté anonyme et puis c'est bien d'avoir un nom court parce que ça permet, quand on écrit son nom sur les murs, bah, ça permet que ça prenne pas trop de temps non plus parce que les noms composés ou les longs noms, c'est compliqué. Et donc j'ai trouvé ce nom-là quand j'étais ado, puis je l'ai gardé un peu comme une sorte d'affection parce que déjà c'était un nom qui n'était pas déjà pris dans le milieu du street art et tout ça. Il y a beaucoup de noms qui sont souvent repris et tout ça. Donc moi c'était quelque chose qui n'existait pas déjà à l'époque. Peut-être maintenant il y a d'autres personnes qui ont pris ce nom-là, mais en tout cas d'après mes recherches, Ouais. pour l'instant ça va. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là tout simplement. Ok, super. Puis tu disais que voilà, tu jongles justement entre ton art et puis ton activité plus salariale. Comment tu te sens dans cette dynamique? Est-ce que tu penses qu'à moyen, long terme, c'est comme une dynamique qui te satisfait ou est-ce que tu songes peut-être un jour à peut-être plus dévier vers l'art ou en tout cas pencher C'est une vaste question. Pour l'instant, j'ai du mal à y répondre parce que, en fait, le problème en fait, de faire deux activités, c'est que je ne peux pas mettre autant que je veux, de temps que je veux dans mon art, même si à la base, mon fantasme entrepreneurial était que j'aurais beaucoup plus de temps pour créer si j'avais une autre entreprise à côté, puis que je faisais moitié-moitié, mais la réalité, c'est que l'entrepreneuriat, ça prend du temps et que je travaille 10 fois plus qu'avant. Et je ne mets pas suffisamment de temps sur mon art pour l'instant avoir suffisamment, on va dire, de matière pour vivre que de ça. Notamment, je ne démarche pas. Pour l'instant, je ne fais pas de toile, je fais juste des murales, je fais juste des contrats quand on me les propose. Puis après, bon, j'ai ma pratique personnelle à côté où je peins beaucoup avec des amis ou sur des projets on the side. Mais pour l'instant, je sais que si je me donnais les moyens, je pourrais faire que ça. Mais pour l'instant, c'est pas tout à fait mon ambition. Je trouve que c'est confortable d'avoir, parce que dans mon autre entreprise, j'ai quand même un salaire qui rentre régulièrement puis, et c'est quand même confortable et c'est quand même une sécurité et je suis quelqu'un qui aime pas trop stresser. Donc pour l'instant, je me laisse porter par ça. C'est possible que si un jour l'opportunité se présente, je mette beaucoup plus de temps dans l'art puis que je m'investisse plus là-dedans. Ça va dépendre un peu des opportunités. Après, Montréal, c'est une ville où il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 6 mois d'hiver. Les murales, c'est beaucoup en extérieur. Alors, on peut le faire en intérieur aussi. C'est vrai que c'est toujours possible, mais d'un point de vue saisonnier, c'est pas évident. Ou alors, il faut que je fasse des toiles à côté. Il y a toujours, en fait, en vrai, il y a toujours des alternatives. Quand on est artiste, on peut toujours trouver des moyens. C'est juste, est-ce que tu as envie de te mettre des efforts là-dedans maintenant? Est-ce que c'est la vision que tu as ou pas? Ça dépend vraiment de chaque personne. Pour l'instant, c'est pas mon ambition première, mais honnêtement, je me laisse un peu porter par la vie là-dessus. Tu te mets pas trop de pression par rapport à... Exactement. Ben, c'est super. Sinon, tu mentionnais que tu étais aussi une danseuse, donc graffiti, culture hip-hop. Donc, au niveau des valeurs en fait de la culture hip-hop, graffiti, quelles sont les valeurs en fait qui rejoignent les tiennes, puis qui font que tu connectes avec... tu as connecté autant avec le graffiti? À la base, les valeurs du hip-hop, c'est un peu peace, love, unity and having fun. Donc, moi, ça me convient très bien comme valeur. Je me retrouve pas mal dedans. À l'époque, quand j'ai commencé à explorer la culture hip-hop, j'étais très, on va dire... j'idéalisais beaucoup cette culture-là en pensant qu'il y avait vraiment une unité, que les gens étaient vraiment tous solidaires et tout. Puis je me suis
rendu compte au fur et à mesure des années que Ouais. c'était une belle légende, que comme dans tous les milieux, ça se tire beaucoup dans les pattes et que c'est chacun joue du coude pour faire sa place, mais que c'est exactement le reflet de la société et de la vie. Donc, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de... Je reste toujours portée par ces valeurs-là, moi, parce que c'est des valeurs qui m'animent, mais sans pour autant idéaliser Ouais. ce monde-là. Je comprends. Et par rapport au fait que tu sois une femme dans le milieu du graphe qui est quand même à dominance masculine, si je ne me trompe pas, comment arrives-tu à prendre ta place? Comment tu te sens par rapport à cette dynamique-là? Ben, un peu comme partout, parce que le graphe n'est pas plus misogyne que n'importe quel autre milieu, contrairement à ce on peut croire. C'est le reflet de la société. Donc, comme dans tous les milieux, comme exactement ce que j'ai vécu dans le milieu professionnel, bah, il faut prendre sa place. Des fois, bah, on se fait piquer des idées par des hommes. On se fait, mais après, moi, j'ai décidé de ne pas en faire une barrière, d'en faire une force. Et puis, de toute façon, c'est quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'il y a des obstacles systémiques quand on est une femme, comme dans beaucoup de milieux. Ouais. Puis après, c'est apprendre à jouer avec ces obstacles, prendre les opportunités. Après, c'est vrai que ça peut être un avantage des fois. On peut aussi être beaucoup moins pris au sérieux. Il y a moins d'opportunités. C'est vrai que quand on regarde les événements artistiques de ce type, les femmes sont quand même très très peu représentées. Donc, mais moi, je pars du principe qu'il y a un marché à prendre. Ouais. Il y a quelque chose à faire avec ça. Et puis, si ça peut ouvrir la voie aux générations futures, c'est surtout super motivant. Bah, merci beaucoup pour ce beau partage. Merci. Sinon, on n'a pas terminé, j'ai encore quelques questions pour toi. As-tu des figures inspirantes, des mentors qui t'accompagnent dans ton cheminement, des personnes sur lesquelles tu as beaucoup de... qui t'inspirent, tout simplement? Ouais, ben, pas vraiment, en fait. Ah J'ai oui. pas de mentor en particulier. Je le regrette un peu, d'ailleurs. J'aurais bien aimé, en fait, à l'époque, je travaillais pour un organisme qui s'appelait Diversité Artistique Montréal, qui offrait un programme de mentorat aux artistes, et je me suis jamais inscrite à ce programme, parce que je travaillais dans l'organisme, puis je me suis toujours dit, oh, plus tard. Et finalement, je le regrette un peu, parce que j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui est justement professionnel dans ce domaine-là, et qui puisse me donner des outils, parce que je pense que ça m'aurait fait gagner du temps, ça m'aurait fait économiser beaucoup de stress. Ouais. Et ça m'aurait permis peut-être de mettre plus rapidement des choses en place. Par exemple, quand on fait ses premiers contrats, demander un acompte, faire un devis comme il se doit. Et puis surtout demander un acompte parce que des fois on travaille sur des projets, sur des maquettes. Puis dernier moment, finalement, le client, finalement on n'a pas le budget, on n'a pas tant, enfin on va pas aller de l'avant avec le projet. Puis nous, on a mis des heures de travail là-dessus. Et c'est ce que je conseille de faire à tous les artistes. Ne faites pas comme moi. Et c'est ça, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Après, j'ai des amis qui... je m'appuie beaucoup sur les gens qui m'entourent, sur mes amis qui soient artistes ou pas artistes, sur mes amis entrepreneurs. Moi, je pense qu'il faut, quand on est entrepreneur, poser beaucoup de questions. C'est vraiment la débrouille. C'est aussi ce qui vient... Je pense que le graffiti m'a vraiment appris à être entrepreneur à ce niveau-là. C'est que c'est un milieu de débrouille, comme dans la culture hip-hop en général. On fait beaucoup de choses avec rien. Pas beaucoup, ouais. Et il faut apprendre à se débrouiller. Et franchement, je pense que ça a été une belle leçon de vie. Et c'est ce que je souhaite à tous les entrepreneurs. Enfin, c'est en gros la plus grosse qualité, c'est réussir à être résilient et à apprendre à se débrouiller dans n'importe quelle situation. Et franchement, c'est pas grave si on échoue dans des trucs. C'est vraiment parce que c'est juste des apprentissages. Et après, c'est avoir la force d'aller chercher des outils, d'aller poser des questions. Des fois, on a peur d'aller poser des questions à des gens, mais dans le pire des cas, les gens ils vont nous dire non. Et puis, en général, les gens sont toujours super contents d'aider. Donc, c'est vraiment, c'est ça. C'est apprendre à aller chercher les outils, aller chercher les ressources et en fait, à être proactif. Simplement. Wow. Mais si quelqu'un veut me mentorer... Recherche mentor pour Julia, manifestez-vous. En parlant d'apprentissage, est-ce que tu aurais comme
bon, tu parlais d'échecs, mais comme tu l'as mentionné, je pense que derrière, c'est vraiment des expériences puis des apprentissages qu'on fait. Mais est-ce que tu aurais comme une expérience que tu voudrais partager qui a été vraiment difficile, challengeante pour toi dans ton parcours d'entrepreneur? Je réfléchis. Euh, En fait, ce qui a été le plus challengeant, franchement, c'était le manque de confiance, tout simplement. Quand j'ai voulu me lancer en entrepreneuriat au départ, parce qu'en fait, là, je suis vraiment à mon compte depuis 2020. J'avais voulu me mettre à mon compte en 2017. J'avais commencé en fait, pour mon entreprise, plus en administration, en gestion, j'avais commencé à monter un peu les structures de mon entreprise, aller chercher des clients. Et honnêtement, je me sentais finalement pas la capacité. J'étais revenue sur mon projet. Finalement, j'étais restée salariée pendant 2-3 années de plus. Et ça m'a pris 3 ans avant de vraiment avoir suffisamment travaillé sur moi pour oser me lancer. Donc, c'est ça. Je pense que le travail sur soi, c'est super important en tant qu'entrepreneur parce qu'il faut quand même une sacrée dose de confiance. Et franchement, bravo à tous ceux qui se lancent dans l'aventure. Et même si vous n'arrivez pas tout de suite à atteindre vos objectifs, encore une fois, c'est pas grave. C'est déjà incroyable là, d'avoir la force de faire ce que beaucoup de gens rêvent de faire et n'osent pas faire. Donc, c'est ça. C'est plus une question de confiance parce qu'après, avec la confiance, les choses, elles viennent toutes seules. Hein. Enfin, elles viennent en tout cas plus facilement. Plus facilement. Waouh. Merci. Quel conseil donnerais-tu à la Julia d'il y a 10 ans J'en donnerais beaucoup. Ah oui. Où est-ce que j'étais il y a 10 ans? Je pense que je venais d'arriver. J'étais arrivée depuis peu de temps à Montréal. Fais exactement ce que tu dois faire. Ah oui. Fais tout pareil et puis les choses viendront en temps et lieu. Sans regret. Ouais, sans regret, ouais, c'est ça. Comme je dis, même les choses qui ont pris plus de temps, qui sont plus difficiles, ça fait partie du parcours. Chacun a son rythme et puis je pense que c'est ça, on se forge tout le long du chemin. J'ai pas de regrets, franchement, et c'est sûr qu'il y a des choses que j'aurais pu faire mieux et gagner du temps sur certaines choses, mais globalement, ça va. Waouh. Une autre question, quel conseil tu donnerais justement à la future génération qui souhaite se lancer en entrepreneuriat dans le milieu artistique? Alors, dans le milieu artistique, comme je disais, c'est assez particulier parce que c'est quand même un milieu particulièrement difficile parce c'est un milieu où déjà il n'y a pas énormément d'argent, surtout au Québec. C'est reconnu et connu. Il y a peu d'artistes qui vivent de leur art, je crois que c'est même pas 5%. Mais c'est pas une raison pour se désespérer là. C'est juste que moi, le conseil que j'ai envie de donner, je sais pas du tout si c'est un bon conseil, mais c'est garder toujours un petit truc on the side à côté, juste pour ne pas mettre tout le poids de votre vie sur votre art, parce que ça risque de vraiment peut-être vous stresser, vous mettre dans des situations inconfortables, ce qui fait que ça va créer plus de frustration qu'autre chose. Mais c'est ça, si vous avez, après sauf si vous avez évidemment l'occasion de, après chacun a ses opportunités. Mais au Québec, on n'a pas, par exemple, quand on est danseur, il n'y a pas le statut d'intermittence comme en France. En France, on peut être intermittent toute l'année, on peut être danseur toute l'année. Au Québec, il va plus falloir faire des demandes de subventions, ce genre de choses, ce qui fait qu'on n'est pas forcément assuré d'avoir de l'argent qui tombe nécessairement tous les mois. C'est pour cette raison que beaucoup d'artistes ont un autre travail à côté. Donc, ce qui n'est pas nécessairement idéal, mais ce qui vous permettra peut-être, si vous arrivez à gérer bien votre temps, évidemment, parce que la gestion du temps, c'est encore une autre problématique. Mais au moins, ça vous permettra de pouvoir créer en ayant une liberté d'esprit qui est quand même, je pense, importante dans la création artistique. Parce que, après, ça dépend. Il y a des gens qui aiment beaucoup créer sous pression, mais moi, créer dans la contrainte, c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. Donc, je trouve que c'est toujours plus agréable de le faire avec l'esprit libéré, tout simplement. Mais après, encore une fois, c'est apprenez à saisir les opportunités ou créez-les, tout simplement. Waouh! Merci Julia. Merci à toi. Écoutez, on arrive bientôt à la fin de notre interview avec Julia. Donc, si on a des personnes dans la salle qui ont des questions à poser à Julia directement, je vous invite à le faire maintenant. En ligne aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur le chat et on répondra, du moins Julia y répondra avec grand plaisir. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses que être artiste nécessite... J'ai toujours pensé
pensé qu'être artiste, c'était pas être entrepreneur. On est artiste et on souhaite vivre de son art, on est passionné, on veut se concentrer dans l'art. Alors, est-ce que tu penses que en tant qu'artiste, on a quand même un besoin d'être accompagné du côté entrepreneurial pour pouvoir finalement mélanger ensemble l'art et le business pour pouvoir en vivre? Est-ce que tu penses que c'est intéressant et que c'est important pour les artistes? Je trouve que c'est super intéressant comme réflexion parce que je suis très d'accord sur le fait que normalement quand on est artiste, on n'est pas entrepreneur. Souvent, c'est des visions qui s'opposent complètement parce que la création et le milieu du business, c'est des milieux complètement différents, c'est totalement opposé. Mais malheureusement, en fait, si on veut vivre de son art, soit on a suffisamment de contrats pour payer quelqu'un qui va s'occuper de tout ça pour nous, soit il faut malheureusement faire l'effort de devoir faire tout ce qu'on n'aime pas et tout ce qui nous prend du temps inconsidérable sur notre création, à savoir gérer ses réseaux sociaux, faire des devis, prospecter si on prospecte. Et c'est vrai que c'est hyper désagréable. Moi, j'ai cette chance, on va dire, d'aimer quand même ce côté-là. Le côté administratif ne me dérange pas du tout parce que j'ai étudié aussi là-dedans, puis j'ai travaillé là-dedans. Mais c'est vrai que je comprends qu'on puisse vraiment détester ça. La plupart des artistes que je connaisse détestent vraiment ça. Mais malheureusement, je pense on est obligé en fait de passer par là si on veut pouvoir avoir une structure. Parce qu'en fait, quand on est artiste, on n'est souvent pas très structuré. C'est un peu un cliché de dire ça, mais c'est quand même un peu une réalité. Et en fait, c'est hyper important d'apprendre à se structurer si on veut faire de l'argent avec son art, tout simplement. Déjà pour pour gérer un budget, apprendre à gérer un budget, faire des demandes de subventions quand il faut, gérer ses factures, gérer ses taxes, gérer tout le côté administratif. Et c'est pour ça que l'accompagnement, moi je pense que c'est même assez indispensable, au moins pour apprendre les bases. Honnêtement, moi j'ai suivi des formations là-dessus. Et puis après, il y a des choses qu'on apprend au fur et à mesure, mais si on peut se faire accompagner, on gagne énormément de temps. Et après, malheureusement, il faut consacrer toujours une partie de sa création à ça. Ou alors avoir quelqu'un qui le fait pour nous, dans le meilleur des cas, un conjoint, une conjointe, souvent. Vous les embaucher gratuitement. Mais c'est ça. Okay, mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est la grosse problématique de beaucoup d'artistes. Ouais, je crois que c'est intéressant aussi pour nous, à Influence. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner aussi les femmes artistes, les jeunes artistes. On en a beaucoup discuté avec Gladys, puis je passerai de l'autre côté de la caméra pour pouvoir questionner Gladys là-dessus, mais on se posait la question comment on est capable d'accompagner les artistes, comment on est capable de leur donner une chance de se concentrer sur leur art tout en leur donnant les tips et les cues dont ils ont besoin pour vivre de cet art et transformer leur art en business. Donc c'est aussi ça qu'on a voulu insuffler dans ce nouveau programme 360. C'est sûr que c'est difficile d'atteindre le milieu artistique. Les artistes, je trouve, sont très dans une bulle avec d'autres artistes. Ouais, complètement. Donc le milieu artistique est assez fermé. Le challenge, c'est de pouvoir justement approcher ce milieu artistique en leur disant qu'on essaye de travailler pour les aider, puis on essaye de mettre en place un programme pour pouvoir accompagner les jeunes artistes et les femmes artistes pour que ça se transforme finalement en business et qu'ils puissent en vivre. Ouais. C'est ça. Bravo, en tout cas, pour moi, j'aurais bien aimé connaître Influence au moment où je me suis lancée. Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. On a une question là-bas. Oui, les concours, c'est bon pour se faire connaître, je pense. Ouais, tout ce qui est tout est bon pour se faire connaître. Mais tout ce qui est concours, même les demandes de subventions, mine de rien, parce que les subventions au Québec, c'est des jurys de pairs souvent. Et faut pas se désespérer quand on dépose une demande de subvention et qu'on n'est pas pris tout de suite. En général, il faut déposer 3-4 fois, voire plus, pour se faire connaître, pour que les jurys retiennent nos noms. Donc c'est vraiment, en fait, aussi, c'est pour ça que je parlais de résilience là. Le premier refus, il ne faut pas du tout prendre ça comme un échec. Vous allez en avoir plein d'autres, puis c'est normal, tout le monde. Et il faut surtout ne pas se décourager, puis aller au bout de son projet. Mais les concours, ouais, c'est une bonne, tout est une bonne façon de se faire connaître. Quel genre de subventions vous parlez? En tant qu'artiste, il y a plusieurs subventions qu'on peut avoir. Il y a les subventions de recherche et création, il y a les subventions au projet.
Il y a des subventions pour les déplacements, si jamais tu veux te déplacer pour faire un projet à l'étranger. Il y a différents types de subventions, donc pour ça, il faut se renseigner. Par exemple, au Conseil des arts de Montréal, ils peuvent vous renseigner là-dessus. Mais après, il y a le Conseil des arts et des lettres du Québec qui offre des subventions. Il y a plusieurs organismes. Et il y a des organismes aussi qui accompagnent pour faire des demandes de subventions. Je pense à la machinerie, je pense qu'ils accompagnent là-dessus. Diversité artistique Montréal, je pense qu'ils accompagnent encore là-dessus aussi. Donc, puis peut-être qu'Influence, après, je ne sais pas si vous allez faire de l'aide pour la demande de subvention, parce que c'est quand même, c'est pas le plus fun à faire. Moi, je n'en fais pas, j'ai arrêté les subventions, mais c'est ça. Ça peut être toujours bien, parce que ça permet de pouvoir avoir en fait, de l'argent qui rentre pour monter un projet. Mais après, encore une fois, il y a beaucoup de demandes pour peu d'élus, donc il faut vraiment avoir quelque chose, un projet super innovant, mais tout est possible. Oui. Je pense que c'est valable un peu pour tous les métiers passion et pour tous les métiers justement dans l'art. Tout repose du coup sur l'art, sur ton art. Et comment tu gères quand, par exemple, il y a un moment de syndrome de la page blanche, par exemple, ou vraiment ça, syndrome de la page blanche. Comment tu arrives à surmonter ça? Est-ce que tu as un tips pour te réinspirer? Parce que tu sais que c'est ça qui fait tourner un peu la machine aussi. Ça dépend. Moi, comme je vis pas nécessairement que de mon art, quand j'ai pas d'inspiration, je crée tout simplement pas. Quand j'ai pas de projet ou pas d'inspiration, je peux me laisser 1 mois, 2 mois, et après je sais que je vais avoir des projets, des opportunités qui vont venir. Puis c'est très rare, honnêtement, moi, que je sois en manque d'inspiration. C'est plutôt l'inverse. J'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, mais ça peut arriver. Après, c'est à chacun aussi d'apprendre à cultiver sa créativité. Donc ça peut être, si vous êtes artiste, aller au musée, lire sur l'art, aller rencontrer d'autres artistes. Elle a des réseautages, elle a des vernissages. Regarder Pinterest ou Instagram, des fois ça peut aider. Quand on fait de la danse, je suppose que c'est pareil. C'est apprendre à voir comment on cultive sa créativité, mais je pense qu'il ne faut surtout pas se mettre de pression. Enfin, après, encore une fois, tout le monde est différent. Moi, je parle vraiment qu'en mon nom quand je dis ça, mais moi, j'ai du mal, encore une fois, à créer avec de la pression. Donc, en fait, plus je vais me stresser parce que je ne vais pas réussir à faire quelque chose, moins ça va marcher. Donc, dans ce cas, je pense que le mieux, c'est d'aller prendre une marche en nature, de faire une pause. Et puis, les idées, elles viendront toutes seules quand on créera l'espace disponible à l'intérieur de tout pour qu'elles arrivent. On est en live. Alors, rebonjour tout le monde. On va maintenant parler avec Gladys. Gladys Bolemoa. Alors, par quoi on pourrait commencer? Qui es-tu? Qui es-tu? La Qui fameuse question. Qui es-tu? La Puis, grande question. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parle-nous de toi. Ouais. Présentation de qui est Gladys. Alors, je m'appelle Gladys, je suis une jeune maman d'origine congolaise. J'ai 35 ans, 2 enfants et je vis à Montréal depuis 10 ans. Je suis née en France dans une ville qui s'appelle Besançon, donc qui est une petite ville située dans l'est de la France, proche de la frontière suisse. Et voilà, j'ai grandi en France toute ma vie jusqu'à le déménagement au Canada. Sinon, pour ce qui est de mon parcours scolaire, on va commencer par la base. Moi, j'ai eu la chance, en fait, très jeune, d'avoir été au conservatoire. J'ai été, donc mes parents m'ont inscrite à l'âge de 6 ans au violon. Donc j'ai commencé l'art par la musique à travers le conservatoire. Donc j'ai eu la chance en fait très jeune de concilier déjà vie artistique et vie académique à travers l'école. Et cette structure en fait de vie artistique / scolaire m'a suivie longtemps et encore aujourd'hui.
Donc j'aurai la chance de vous donner un peu plus de détails sur ce que je fais concrètement. Mais aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an que je me suis lancée, on va dire, en entrepreneuriat, où j'ai décidé de placer mon art au cœur de ma vie et bâtir ma vie autour de celui-ci. Eh bien, j'ai envie de dire qu'après avoir écouté Julia, toi, on est tous français. C'est plutôt un comble parce qu'on est tous au Canada, mais on a décidé d'envahir ce côté du monde. Alors, c'est aussi marrant parce que j'ai aussi fait le conservatoire, tu le savais pas, hein? Non, je ne savais pas, Tiffany. Tu as joué un instrument? Oui, du violon. Du violon aussi. Wow, bon. Du violon aussi, il est toujours chez moi. J'ai aussi fait le conservatoire. Super. Moi, j'ai concilié sport-études et musique-études une longue partie, jusqu'à ce que ma mère me dise ça suffit, il va falloir faire un choix entre musique-études et sport-études, et j'ai choisi sport-études. Donc j'ai arrêté la musique, mais ma fille joue du piano, ma fille joue de la guitare, mon fils joue de la batterie. Je crois qu'on a nous aussi grandi dans l'art, et je pense que ça enrichit. Est-ce que tu penses qu'avoir grandi dans ce milieu académique et artistique t'a permis de t'enrichir plus que tu l'aurais pu le faire si tu avais juste fait l'école, par exemple? Tellement. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai jamais voulu faire un choix en fait entre être une artiste à 100% ou être une professionnelle à 100%, parce que je trouve que les deux mondes en fait se marient tellement bien et m'apportent tellement. Donc aujourd'hui, même si j'ai décidé de placer mon art au cœur de ma vie, je me sens comme pas... j'ai pas envie de me détacher complètement du monde professionnel, si on peut dire ça comme ça. Donc je trouve que... pour moi, c'est super enrichissant en fait d'avoir été dans ce milieu-là artistique. Exactement. Très jeune. Ouais. Ok, alors quelle autre question je peux te poser? Tu es maman, tu es fraîchement canadienne, Oui. en couple, artiste. Dans quel milieu de l'art tu évolues? Dis-nous. Exactement. Donc, dans quel milieu j'évolue? Donc, moi, j'évolue dans la danse. J'ai commencé à danser à l'âge de 13 ans, puis ça a été une passion que j'ai découvert via ma sœur qui prenait des cours de hip-hop dans la petite maison de quartier de notre ville. Et c'est elle qui m'a transmise en fait cette passion pour la danse. Donc, j'ai commencé par prendre mes premiers cours de danse au même lieu que ma sœur, donc la petite maison de quartier de ma ville natale. Et en fait, j'ai eu juste la piqûre de la danse, de bouger, de la culture aussi hip-hop à l'époque, parce que j'étais vraiment dans ce style-là. Donc, j'ai continué à évoluer dans la danse tranquillement en parallèle à mes études. Donc j'ai étudié principalement à Besançon, puis j'ai déménagé à Paris pendant 3 ans. Et j'ai toujours continué à me nourrir de la danse. Donc, j'étais toujours dans les danses urbaines. J'ai touché un petit peu à des styles un peu plus commerciaux. Et j'ai aussi touché au dancehall, qui est aujourd'hui mon style de spécialisation, puisque ça fait depuis 2015 que j'enseigne activement le dancehall à Montréal dans plusieurs studios. Donc, j'ai décidé de vraiment en faire mon style de base. Donc voilà, j'évolue dans la danse, dans le dancehall principalement. Et voilà. Une question? Il y a une question? Oui, il y a une question. Est-ce que vous dansez dans les foires? Dans des foires, non. Je ne danse pas dans des foires. Je danse, j'enseigne principalement. Donc la majorité de mon temps, ça va être dans les studios que je les passe. Sinon, de temps en temps, j'ai des contrats. Ça peut être dans des soirées ou dans des événements, mais jamais danser dans des foires à date. As-tu déjà essayé les festivals? Les festivals, non, pas encore. Pas encore. Ça serait comme mon projet pour 2024 de viser certains festivals. Ouais. Ok. Alors, on comprend quand même par ton parcours que tu n'as jamais laissé tomber tes études. Exactement. C'était important pour toi, d'après ce que je comprends, d'avoir quand même une partie de ta vie académique. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Parce qu'aujourd'hui, tu te concentres vraiment sur l'art, mais est-ce que tu peux nous parler de
qu'est-ce que tu as fait avant? Ça veut dire, tu es allé à l'école, Mhm. tu as étudié dans quoi? Puis finalement, tu as commencé à travailler. Et puis, après ça, on bifurquera un petit peu sur comment tu en es venu à complètement laisser de côté cette carrière professionnelle pour transformer ton art en carrière professionnelle. Mhm. Oui, oui, oui. Alors, c'est une très belle question. Et oui, j'ai beaucoup à dire sur mon Là-dessus. parcours aussi professionnel. Donc, Attention, ton micro. mon micro, vous m'entendez? 1, 2, 1, 2. Donc, moi, j'ai déjà l'équivalent. Bon, j'ai pas toutes les équivalences en tête. Donc, sûrement, Tiffany, tu vas m'aider. Mais j'ai un baccalauréat Oui. économique et social que j'ai passé, que j'ai eu en France. Suite à mon baccalauréat, en fait, en économie et social, honnêtement, j'avais pas vraiment idée de la carrière, des études que j'allais poursuivre. Je savais juste que j'étais attirée par la dimension internationale. Je cherchais à intégrer une dimension internationale dans ma carrière professionnelle. Comme par exemple travailler dans un pays à l'étranger ou bien travailler dans un département qui a des relations avec le monde, si on peut dire ça comme ça. Donc, suite à mon baccalauréat, j'ai fait un brevet technicien supérieur, donc un BTS en France, assistant trilingue. Donc, le but, c'était vraiment de me rapprocher encore de cet international en me spécialisant dans les langues. Donc, j'avais l'anglais et l'allemand qui étaient les langues de ce BTS en plus du français. Suite au BTS, j'ai voulu poursuivre mes études parce que j'avais quand même aussi une petite pression de la part de ma famille. Familiale, oui. Familiale, du fait que voilà, les études c'est important. Puis bon, j'avais les capacités, c'était pas non plus compliqué pour moi, donc j'ai voulu pousser le plus que je pouvais. Puis avec du recul, j'ai réalisé que c'était aussi pour faire plaisir à mes parents, mais ça m'a quand même apporté, donc je ne regrette pas d'avoir poursuivi mes études. Mais après mon BTS, j'ai fait une licence professionnelle adjointe responsable export. Donc à ce moment-là, je suis partie à Paris pour continuer en commerce international, disons. Je trouvais que c'était une voie qui correspondait bien à ce que je voulais faire. Donc, j'ai continué dans cette voie-là. J'ai fait une licence professionnelle adjointe responsable export. Et suite à cette licence-là, j'ai fait un master un peu plus général, commerce et échanges internationaux. Donc, à l'issue de ce master, j'avais toujours aucune idée de quel métier je voulais faire exactement. Puis ce qui a lancé ma carrière, en fait, c'est le stage que j'ai réalisé en fin de master, qui a été un stage dans une entreprise située en Angleterre qui exportait des camions d'occasion en Afrique. Donc, c'était une petite entreprise familiale dans une petite ville un peu perdue. L'expérience a été magique. Comme pour moi, ça a été la meilleure expérience professionnelle dans le domaine de la logistique parce qu'après ça, j'ai évolué. Mais pour moi, cette expérience, je l'ai adorée parce que le fait d'avoir travaillé dans une entreprise familiale, d'être proche des personnes qui travaillaient, puis d'avoir pu toucher un petit peu à tout, aussi bien le côté négociation, côté coordination des opérations, être sur le terrain, donc ça m'a beaucoup marqué. Et je me suis dit, ça a l'air que ce milieu-là, le domaine de l'export, du transport, me parle beaucoup. Donc, pourquoi pas pousser une carrière en parallèle à la danse dans ce milieu-là. Donc, quand je suis venue au Canada, en fait, j'ai essayé de reprendre, on va dire, de retrouver en fait ce sentiment que j'avais quand j'ai fait mon stage. Et voilà, j'ai fait plusieurs entreprises différentes, des petites entreprises, des plus grosses entreprises. Donc, j'ai travaillé chez un transitaire, j'ai travaillé pour une plus grande entreprise parce que je voulais aussi voir la dynamique de travailler dans le transport, mais dans une entreprise plus grande, avec plus de personnes, pour voir un petit peu la répartition des tâches. Mais à chaque fois, je retombais toujours au même constat, c'est que je m'ennuyais. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de perspectives d'évolution. Donc, je retombais toujours dans le même travail. Je m'ennuie, je change. J'ai un nouveau travail, je m'ennuie, je change. Et je me suis dit que je ne pouvais juste pas continuer ma vie en fait comme ça. Parce qu'en parallèle, voilà, je suis maman de 2 enfants. Donc, on n'a plus les mêmes réalités. Et je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose parce que ça ne fonctionne plus. Et donc, mon dernier emploi, en fait, j'ai essayé
de partager un petit peu comment que je me sentais, ce dont j'avais besoin pour pouvoir grandir. Et ça rentrait dans une oreille, puis ça ressortait. Et du coup, j'ai compris que c'était juste plus le moment pour moi de pousser et qu'il fallait peut-être que je me fasse confiance maintenant dans mon art. Puis Sur ton X à toi. Exactement. Eh ben, je trouve que c'est très intéressant. Il y a une question? Ok. Vous chargez combien pour un cours de danse? Je charge combien pour un cours de danse? Donc, j'offre des cours réguliers tous les vendredis pour des femmes d'ailleurs. Et la classe est à 25 $. C'est une classe de 1h15 dans laquelle on apprend une chorégraphie. Puis la classe d'essai, du moins la première classe, est à 12 $. Donc, si jamais ça t'intéresse d'essayer, pas de problème. Je pourrais te partager les informations. Mais sinon, je donne aussi des cours privés. Ouais. C'est genre de danse? Donc moi j'enseigne le dancehall principalement. Le dancehall en fait c'est un style et une culture qui vient de la Jamaïque et c'est ça un style quand même rythmé, chaleureux et Actif quand même. actif. Alors, c'est intéressant ton parcours parce qu'on voit qu'il y a vraiment une recherche. En fin de compte, tu t'es cherché tôt. En fin de compte, tu as trouvé ce qui t'animait tôt. Mais en parallèle, peut-être la pression familiale ou aussi la volonté d'avoir quand même un plan B t'as quand même motivé à chercher ta voie du côté académique et carriériste professionnel. Mais finalement, tu t'es beaucoup cherché. Et quand tu es arrivé ici, je crois que c'est ce qui t'a mené vers finalement ta décision de devenir entrepreneur et de focus sur ton art. Toutes ces expériences, parce qu'on ne parle pas d'échecs ici, toutes ces expériences professionnelles, tous ces changements d'entreprise t'ont permis d'identifier ce que tu voulais plus et ce que tu recherchais vraiment. Je crois qu'en tant que parent, parce que je suis aussi maman de 3 enfants, on est dans nos entreprises vraiment en questionnement sur qu'est-ce qu'on va pouvoir transmettre aussi comme valeur à nos enfants. Est-ce qu'on leur transmet « Ah oui, tu dois aller à l'école parce que c'est important, parce que c'est nécessaire, parce que tu n'as pas le choix » ou est-ce qu'on est capable de leur dire la même chose, mais avec une certaine ouverture sur le fait que c'est pas parce que tu dois aller à l'école parce qu'il faut quand même avoir un bagage scolaire et professionnel, il faut dire la vérité, on vit dans ce monde. Mais de l'autre côté, ça veut pas dire que tu dois éteindre ce qui t'allume. Et que peut-être un jour, tu serais capable de vivre de ce qui t'allume vraiment. Je crois que finalement, c'est la mission et le cœur d'un entrepreneur. C'est de se dire, ok, j'ai identifié quelque chose qui m'anime, quelque chose qui me ressemble, que ce soit artistique ou pas d'ailleurs, mais il faut que je travaille pour pouvoir en vivre. Exactement. Alors, je trouve ça très intéressant, ton parcours, mais on va revenir à la danse, parce qu'aujourd'hui, on parle de ça. On parle de ça. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à poursuivre la danse en parallèle? Ça, tu nous l'as dit. Quels sont les défis que tu as rencontrés lorsque tu as pris la décision de mettre de côté ta carrière professionnelle comme en business, pas en business, mais comme dans une entreprise, pour te mettre à fond dans la danse? C'est quoi les premiers défis que tu as rencontrés? Le premier défi, je te dirais que ça a été Oui, je vois toujours la danse comme étant une passion, mais on s'entend que si je veux en vivre, pas à 100%, mais je dois apprendre à développer un certain mindset d'entrepreneur. Et je pense que ça a été le premier défi parce que pour moi, c'était pas possible d'associer justement l'argent, puis le goût de se faire plein de sous avec la danse. Je voulais vraiment que ça reste juste un plaisir, un kiff. Mais quand je me suis lancée dedans, j'ai compris qu'il fallait que je change un petit peu mon mindset, puis que je puisse... que ça te rapporte un peu d'argent quand même, quoi. Exactement. Et c'est marrant parce qu'on en parlait avec Julia juste avant. C'était exactement ma question d'ailleurs. Comment on fait pour vraiment être entrepreneur tout en étant artiste, parce que être artiste, c'est pas être entrepreneur. Exactement. Et je crois que ça relance encore cette question finalement de savoir de quelle manière on est capable d'accompagner les femmes artistes et les jeunes artistes qui veulent se lancer et qui voudraient en vivre, même si tu n'en vis pas totalement.
finalement, il y a quand même une partie que tu dois marketer. Exactement. Et finalement, c'est vrai que les artistes, vous avez une âme particulière qui est dans le don finalement que vous donnez quand vous dansez ou quand vous faites de la peinture ou du graphe ou peu importe en fait. Et effectivement, je crois que ça ne fit pas avec le lucratif. C'est comme un peu opposé. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour, et je parle pour les autres organismes aussi de formation, même les universités qui offrent des formations en entrepreneuriat, il serait peut-être temps et intéressant de créer quelque chose propre aux artistes pour pouvoir les accompagner et développer ce milieu artistique au Québec. Parce que j'ai des amis qui sont artistes ici à Montréal. Je pense à une en particulier et je la trouve extraordinaire parce que elle a un art, mais elle a compris aussi qu'il fallait qu'elle se diversifie si elle voulait avoir du revenu. Donc, elle s'est diversifiée dans son art et elle en a fait imprimer ses œuvres sur des sacs, sur des cartes postales, sur des cartes avec des messages. Je pense qu'il y avait des coques de téléphone. Si tu me regardes, Dominique, je ne t'oublie pas et tu es toujours pour moi une très grande artiste. Mais je la trouve exceptionnelle parce que finalement, oui, elle est artiste, mais elle a su réussir à se réinventer et à se diversifier pour pouvoir en vivre. Donc, elle a créé finalement un branding pour pouvoir vivre de son art. Et c'est comme ça qu'elle arrive, je pense, à... Alors, bien sûr, elle a d'autres activités connexes. Je pense qu'elle travaille à côté aussi, mais j'ai trouvé ça intéressant, sa démarche, parce qu'elle a tout de suite réussi à connecter cette partie, ce mindset, comme tu dis, pour pouvoir ramener un petit peu d'argent avec son art. Alors, je trouve que c'est quand même, comme Julia l'a mentionné, des structures qui nous donnent quand même des outils comme la machinerie. Puis, je sais que j'ai personnellement participé à un parcours entrepreneurial artistique qui s'appelle New Blood, qui est organisé par CJE Montréal Centre-Ville. Et c'est chaque année, en fait, ils accompagnent des entrepreneurs, donc artistes, dans leurs projets. Et ça a été vraiment une formation qui a été aussi révélatrice pour moi et que j'ai réalisée en fait cette année. Et ça m'a beaucoup aidé et donné des outils justement. Donc on commence à voir un petit changement, un désir vraiment d'accompagner ces artistes parce qu'on réalise que juste leur art, ça suffit pas. Puis il faut vraiment les éduquer à ce qu'ils puissent en vivre et devenir entrepreneurs. Exactement. C'est génial. Alors, pour ceux que ça intéresse, voilà, vous avez quelques places. Quelques places où aller connecter pour pouvoir se sentir accompagné et structuré dans le milieu artistique. Prochaine question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite entreprendre dans le monde de l'art ? Mon conseil, ça serait de vraiment garder en fait la passion au cœur de l'activité. Puis même si effectivement c'est toujours tentant parce qu'aujourd'hui on a quand même des possibilités de se faire du revenu de plusieurs manières, mais de ne pas se laisser comme avoir par ces choses autour, puis de vraiment garder comme notre amour, puis notre passion au cœur vraiment de ce qu'on fait, puis de ne pas oublier ça en fait. C'est marrant parce que je vais nous renvoyer à notre conférence de mardi avec Juliette Brun de Juliette et Chocolat. Pourtant, c'est une entreprise lucrative, on n'est pas dans un organisme à but non lucratif, on n'est pas dans un milieu artistique, bien que nous, en tant que Français, on serait capable de vous dire que la pâtisserie est un art, et c'est clairement un art. C'est marrant parce que venant d'une entrepreneur, on s'entend qui travaille dans le lucratif versus vous deux, artistes, vraiment artistes, on a le même sentiment. Ça veut dire, Juliette, elle nous expliquait que pour elle, ses employés n'étaient pas des employés, c'était des chapeaux rouges. Et les chapeaux rouges, ça donnait une dimension pour elle qui était complètement différente du terme employé. Parce que quand elle a commencé la pâtisserie, elle y a mis une âme, elle y a mis une passion, elle y a mis quelque chose. Et finalement, elle a commencé, elle s'est lancée, ça a marché. Mais au bout d'un moment, elle s'est dit, on a perdu de vue la vision, la mission, puis nos valeurs. Donc, il faut qu'on se recentre. C'est quoi qu'on veut transmettre ? Nos clients ne sont pas des clients, ils sont des invités. Quand vous arrivez à Juliette et Chocolat, vous n'êtes pas un client, vous êtes invité. Et elle nous disait dans sa conférence... Quand vous recevez des invités chez vous,
ben, vous êtes prêts. Quand c'est l'heure de recevoir vos invités, vous êtes prêts. Vous n'êtes pas en train de, elle disait, vous n'êtes pas en train de balayer, vous n'êtes pas en train de vous coiffer. Non, tout est prêt, puis vous êtes prêts à recevoir. Et en réalité, ben, aujourd'hui, après tout ce qu'elle a vécu, oui, Juliette et Chocolat a fermé ses succursales, mais Juliette et Chocolat existe toujours. Mais là, elle se transforme, puis je trouve que la direction qu'elle prend est vraiment très claire sur ne pas perdre l'âme de ce qu'elle voulait mettre dans Juliette et Chocolat. Au lieu de réouvrir l'usine, ben, elle a décidé que ça s'appellerait l'atelier. Et je trouve que ça correspond tellement finalement à cette âme qu'elle voulait y mettre au début. C'est un atelier où elle va pouvoir transmettre son amour pour le chocolat, son amour pour la pâtisserie, où les chapeaux rouges vont pouvoir apprendre aussi et transmettre à nouveau dans ses produits. Et je trouve que finalement, c'est important de ne pas s'oublier. Et qu'on soit entrepreneur dans le milieu lucratif, au BNL ou non lucratif, non lucratif au BNL ou complètement artistique, ben, je crois qu'il ne faut pas oublier ce qui nous anime. Puis si on se rappelle le premier jour de cette semaine, quand on a parlé de influence, pourquoi Compagnie F est devenue influence, ben, c'était aussi ça. Notre recherche de vouloir trouver précisément c'est quoi qui nous anime, puis aider les femmes qu'on va accompagner à trouver ce qui les anime à leur tour avant de bâtir un projet entrepreneurial. Parce qu'on ne peut tout simplement pas décider d'ouvrir un business demain matin sans savoir qui on est. Exactement. Puis qu'est-ce qu'on veut insuffler dans notre entreprise. Exactement. Alors je crois que c'est définitivement un bon conseil. Ouais. Et je crois que artiste ou pas, on devrait tous le suivre. Ouais. Alors est-ce que dans ta carrière, figures qui ont été importantes pour te propulser? J'ai connecté avec des figures, mais je te dirais que comme à l'époque, j'avais quand même plus de focus sur ma carrière professionnelle. Je ne prenais pas vraiment d'importance sur ces personnes-là, mais c'est avec du recul que je me suis aperçue qu'il y a des personnes qui ont marqué quand même mon parcours. Puis je vais citer une femme qui est Mel Charlot, qui est une chorégraphe, maman, danseuse, avec qui j'ai eu la chance de faire quelques programmes en danse et qui aujourd'hui m'inspire beaucoup parce que voilà, elle continue à vivre de sa passion tout en élevant son enfant. Puis je trouve que voilà, son parcours me parle beaucoup. Donc, Ok, voilà. Donc ce serait elle qui tirerait un petit peu la flamme, puis qui t'aurait un petit peu accompagné finalement dans ton processus. Ok. Alors, c'est intéressant la prochaine question, mais comment tu fais pour gérer ta vie de maman, ta vie à Compagnie F, parce qu'il faut le dire quand même, Gladys est la gestionnaire de Compagnie F, de Influence. Donc, on travaille ensemble pour vous apporter un programme de formation compétent et aussi mettre à disposition ce local pour vos événements et vos besoins. Mais comment tu fais donc pour gérer ta vie de maman, Influence, tes cours, tes projets perso, familiaux, comment tu fais? Alors, je suis quelqu'un de très méthodique et d'organisé, d'assez rigoureuse, donc j'essaye vraiment de planifier en fait à la lettre, à la minute mes journées. Mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, si j'arrive à faire tout ça, c'est pas toute seule. Eh oui. C'est grâce au support de mon conjoint, Hugo. Je ne sais pas s'il est là, connecté, qui nous regarde, mais honnêtement, sans son soutien, son aide, son écoute, je pense que tout ça ne serait juste pas possible. Puis je ne me serais juste pas sentie aussi à l'aise de faire ce saut-là. Parce que de le faire avec 2 enfants, on n'a pas de famille ici. Donc il faut vraiment qu'on soit soudés. Il faut qu'on communique, il faut qu'on se dise les choses très clairement. Puis c'est pas évident parce que je m'absente les soirs pour enseigner. Donc il s'occupe des enfants, donc c'est beaucoup de travail. Donc je pense que mon type en fait, ça serait d'avoir comme une personne sur qui vraiment on peut compter pour pouvoir se permettre d'avoir autant de chapeaux. Ouais.
Ouais. Ben, encore une fois, je suis définitivement d'accord. Je suis une maman solo de 3 enfants. D'ailleurs, merci maman, parce que si je suis ici devant vous, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me soutient de l'autre côté et qui est resté au Nouveau-Brunswick avec mes 3 amours. Alors, je crois que c'est extrêmement important le soutien, et en tant qu'entrepreneur, on a besoin définitivement d'être entouré, d'être accompagné. On peut tout simplement pas, qu'on soit parent ou pas à la limite, c'est que c'est une démarche tellement risquée. Puis on en parlait avec les femmes qui étaient là cette semaine, comme à partir du moment où tu fais ce choix d'être entrepreneur, c'est déjà un risque que tu prends. Tu te jettes un peu dans l'inconnu. Pourquoi ? Bah, tu sais pas si tu as de l'argent qui va rentrer, tu sais pas quand ça va rentrer, tu sais pas ce qu'il va rentrer, tu sais pas si ça va rentrer pour 6 mois ou si ça va rentrer pour une semaine. Et tu peux pas budgéter, tu peux pas contrôler non plus. Donc c'est extrêmement compliqué, et je trouve dans le milieu artistique, bah, ça l'est encore plus. Je vous tire mon chapeau, parce que dans le milieu artistique, et Julia l'a bien dit, comme tu sais pas. D'abord, si tu perds l'inspiration, ben, tu fais pas grand-chose. Donc, ça veut dire que tu n'as plus de revenus. Si tu as de l'inspiration, mais que tu n'as pas de contrat, ou qu'on ne te mandate pas, bah, tu n'as pas d'argent qui rentre. Si tu as un contrat, puis finalement, ton œuvre ou ton spectacle ne correspond pas à ton client, tu as perdu un partenaire. Comme c'est tellement risqué, finalement, comme choix. Alors, je vous tire vraiment mon chapeau, parce que quand on se lance en business comme lucratif, pas dans le milieu artistique, bon, tu as un service ou tu as un produit, tu es capable de le marketer, tu es capable de faire un branding, tu es capable d'identifier une clientèle cible, tu es capable de chiffrer assez rapidement, comme de faire un prévisionnel sur 3 ans. Dans le milieu artistique, c'est impossible. Comme peut-être que dans le milieu de la danse, ce serait peut-être plus facile que dans le milieu du dessin ou de la peinture ou du graphe. Parce que je me dis, en tant que danseuse, ben, on est capable d'aller identifier des partenaires, comme d'avoir un planning pour donner tes cours. Exactement. Mon Dieu, dans le milieu de l'art, peinture, même photo, peinture, graphe, c'est extrêmement dur. La résilience, je crois que c'est le point clé en tant qu'entrepreneur artiste, parce que franchement, si on n'est pas persévérant, puis si on n'a pas de résilience, ah ouais, non, mais là, ça ne marche pas. Là. Je crois que ça ne fonctionne pas. Alors, la dernière question que je pourrais te poser, c'est pour les plus jeunes qui veulent se lancer. Tu sais, puis je relance encore la balle à mes enfants. J'ai une fille de 17 ans qui veut pas performer ni en faire un métier, mais elle voudrait commencer le hip-hop bientôt. D'ailleurs, si on était ici, c'est certainement chez toi que je l'enverrais. Je veux dire, puis j'ai aussi ma cadette, elle en sport-études de basket. Fait qu'ils sont tous dans le sport ou l'art. La musique. Ma fille. Du piano aussi. Tu fais du piano aussi? Ma fille Ketia est passionnée de graphe. C'est avec elle que j'ai choisi le graphe préféré dans les choix que tu avais proposés. C'était pas son préféré, mais elle l'aime beaucoup. Mais c'est sûr que qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux plus jeunes qui veulent se lancer dans le milieu de l'art de manière générale? Est-ce que tu aurais un conseil particulier? Tu sais, je suis maman, t'es maman aussi. Il y a quand même ce facteur scolaire qui est important. C'est quoi que tu donnerais comme meilleur conseil pour commencer une vie sans perdre sa passion, mais sans oublier non plus l'académique? C'est quoi que tu conseillerais? C'est une question... Je sais qu'elle est difficile. C'est une question quand même difficile, honnêtement. Bon, déjà, je vais parler en tant que maman, parce que moi, pour mes enfants, en tout cas, je veux... Tu sais, comme tu le mentionnais, les études, c'est important, etc. Mais je veux tellement leur donner l'opportunité, en fait, de penser qui peuvent envisager effectivement une carrière plus créative, etc. Donc, je les encourage déjà beaucoup dans leur créativité. Donc déjà, en tant que parent, je trouve que c'est super important de le faire pour vraiment donner confiance à nos enfants et qu'ils peuvent se dire qu'un jour, ils peuvent se lancer dedans. Mais sinon, pour les plus jeunes, je dirais... De quand même essayer d'identifier une personne qui les inspire, en fait, et d'approcher cette personne pour que cette personne puisse aussi être là pour les guider. Je pense que
on devrait, selon moi, avoir comme que ces jeunes puissent avoir l'opportunité d'être mentorés. Je pense que ça serait vraiment important à cet âge-là. Donc, de tu penses que trouver, le soutien, ouais. plus il arrive tôt, plus tu penses que ça peut être vraiment important pour guider finalement Oui, dans pour cette guider, découverte? pour guider dans la découverte exactement, sans que l'enfant voilà, perde comme la connexion avec le milieu Oui, scolaire, ouais. etc. Ok. Pour que la personne soit là quand même pour le raisonner, parce qu'on s'entend que c'est pas évident là, et puis il faut quand même avoir un plan B. Ouais. Donc de ne pas tout lâcher complètement du jour au lendemain, mais de savoir qu'on a une personne qui est là pour nous écouter, puis qui peut nous donner des petits conseils, c'est rassurant. Ok. Je pense que ça serait... Ok, donc un mentor, puis quelqu'un, un guide, Ouais. quelqu'un qui va pouvoir les supporter, Ouais. puis les guider, Les écouter, les exactement. écouter Ouais. dans cette voie. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que moi aussi j'encourage beaucoup la créativité de mes enfants. Je leur dis toujours, oui, l'école c'est important. C'est important parce que dans ce monde, il faut quand même avoir un savoir-faire, quel qu'il soit, en réalité, quel qu'il soit. Souvent, je donne cet exemple, puis je veux vraiment pas que ce soit mal pris, puis que ce soit pris, que c'est pas péjoratif, mais comme si tu veux, je sais pas moi, si tu veux travailler pour Post Canada, j'ai n'importe quoi. Si tu veux travailler pour Post Canada ou si tu veux travailler au Maxi ou au Walmart, bah, c'est ton choix. Mais si tu décides de faire quelque chose, mets-toi-y à fond, va trouver ce dont tu as besoin pour pouvoir performer dans ce que tu veux faire. Versus si tu me dis, bah non, moi, je veux ouvrir mon business, j'ai déjà un plan, je sais ce que je veux faire, ok, dans ces cas-là, ben, pas de problème, mais entoure-toi de ce qu'il te faut pour pouvoir avoir les bonnes clés, puis les bons éléments. Fait que quelle que soit en réalité la voie qu'ils vont prendre, qu'elle soit artistique, créative, dans le business, dans le salariat, l'employabilité classique, ben, veut pas, il faut une base scolaire et académique parce qu'il faut développer un savoir-faire. Mais je voudrais aussi préciser que même si tu suis, puis tu es un bon exemple, même si tu suis une voie académique, elle n'est pas forcément ce qui te définit toute ta vie. Exactement. Tu pourrais très bien, et c'est ce que tu as fait, Oui. tu as cherché académiquement, puis dans le monde du travail, qu'est-ce qui te plaisait, tu l'as trouvé, identifié, finalement tu es venu ici, tu as recherché cette énergie, puis cette excitation dans le travail, tu l'as pas trouvé parce que aujourd'hui, quand tu t'es posé cette question, ce qui t'animait le plus, c'était la danse. Donc finalement... Et les gens me percevaient aussi Oui. comme une danseuse. Ouais, Comme les c'est gens ça. étaient souvent surpris quand ils me demandaient, mais tu fais quoi dans la vie? Je leur disais, bah, je travaille dans la logistique. Puis ils me disaient, mais t'es pas danseuse? Parce que je partageais mes cours, etc. Ok. Mais sans me rendre compte que pour moi, c'était du partage, ma passion. Mais les gens me percevaient vraiment comme une danseuse. Mais moi, dans ma tête, non. T'étais pas encore rendue non, là. J'étais pas rendue là. T'étais pas rendue là. J'étais- Donc c'est un processus. Ouais, c'est un processus. C'est un processus. En tout cas, écoute, merci beaucoup Gladys. Merci Tiffany pour les questions. C'était un bel échange. Ouais, un bel échange. Merci J'espère que beaucoup. vous aussi, vous avez apprécié l'échange. Au vu des questions, je suis sûre que oui. Je suis sûre qu'il y a quelques personnes qui vont t'écrire pour savoir quand est-ce que tu peux donner des cours pour eux. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions, vous, dans la salle? Non? Pas de questions? Moi, j'aurais une question, en fait, mais finalement, Luna, toi aussi, je voudrais bien que tu Les réponses. aies un peu à répondre de ma part. Comment vous gérez, moi, ce qui est une passion et que vous en faites un métier, comment vous gérez, en fait, le moment où, par exemple, il peut y avoir trop de tension? Est-ce qu'il n'y a pas des moments qui vous font tellement peur que finalement vous avez pas regretté le choix, mais peut-être votre passion quelque part? Est-ce que vous n'avez pas cette crainte, le fait justement de le marchandiser, on va dire? Est-ce que ça risque pas d'apporter tellement de stress que ça fait peur de ne plus prendre plaisir à De perdre ta passion finalement au fait de devoir le transformer en business, c'est ça? Ouais. Je vais répondre. Pour ma part, non, ça ne me fait pas peur parce que j'essaie vraiment de distinguer quand même comme tout ce qui touche à ma créativité,
ma création artistique, etc. Puis le côté plus business, il faut que je pense à montrer ce que je fais, etc. Donc je me donne vraiment des moments en fait dans la semaine pour me focaliser sur les tâches qui sont peut-être plus liées au business de ma passion et des moments où je focus sur ma danse, puis je prends plaisir, puis je suis comme focus à 100% et tout revient, la passion, l'amour, etc. Donc le fait de m'octroyer ça et de m'autoriser ça, de m'autoriser à vivre en fait cette énergie, ça m'aide en fait à conserver cette flamme. Puis je me dis qu'elle ne pourra pas partir parce que avant, j'étais dans cette dynamique, je ne voulais pas me laisser du temps parce que j'en avais pas, puis je travaillais. Mais là, je me dis, non, c'est tellement important pour moi, puis c'est ça qui me rend comme heureuse. Puis quand je danse, je suis juste contente. Donc aujourd'hui, je me laisse vraiment du temps dans la semaine spécifique pour danser. Donc je pense que la distinction vraiment m'aide beaucoup à garder cette flamme. Et toi, Julia? Moi, je comprends très bien cette question parce que je me la suis souvent posée. C'est la raison pour laquelle, du coup, j'ai d'autres activités à côté, qui n'est pas une activité passion, qui est une activité qui permet de soutenir ma création, on va dire. Et ça me permet d'accepter les contrats que je veux uniquement. Et ça me permet aussi... en fait, c'est un peu comme Gladys, je fais aussi quand même la différence entre mon art business, on va dire, et mon art plaisir. Je sais que mon art plaisir, il sera toujours là. Le graffiti, pour moi, il est libre et gratuit. C'est pour ça que là, je parlais de graffiti tout à l'heure, mais je fais quand même la différence entre mon travail, on va dire, entre les murales et le graffiti. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, ça va être trop complexe. Mais je fais vraiment la différence entre le côté plus business et le côté plus vraiment création personnelle où je fais vraiment que des choses que j'aime. Mais j'ai quand même cette chance-là, du fait d'avoir une autre activité quand même à côté qui me soutient, d'accepter uniquement les contrats qui m'inspirent vraiment. Si demain on me demande de faire, je sais pas, un logo d'une équipe de hockey avec, c'est le genre des choses qui sont moins mon monde, je vais donner ça à quelqu'un d'autre pour qui ça va être un vrai plaisir de le faire. Puis je vais pas faire ça parce que je sais que en plus je serai pas bonne là-dedans, fait que ça va me faire stresser. Et on se rappelle qu'elle a dit qu'elle prend pas de projet qui la stresse. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, il faut que ça me stresse, mais que ce soit un bon stress, quoi. Faut pas que ce soit un stress où je me dis, oh. Ouais. Faut pas que ça devienne lourd, quoi. Faut pas que ça devienne. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est une bonne question. Ok, alors s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je pense qu'on peut simplement faire un petit rappel, Gladys et moi, que Influence est un organisme qui accompagne les femmes entrepreneurs, notamment pour les personnes connectées. Influence est un organisme qui accompagne les femmes entrepreneurs pour leur lancement d'entreprise et de projets entrepreneuriaux. On a une cohorte, en fait, on a un programme complet, un programme 360 qui commence à partir du 30 octobre. C'est un programme qui est séparé en 3 cohortes. Donc la première cohorte va durer 12 semaines, la deuxième cohorte 9 semaines et la troisième cohorte 9 semaines également. Chaque cohorte a un thème. Pourquoi 360 ? C'est parce que notre objectif était vraiment de pouvoir accompagner les femmes sur 1 an. Donc, la première cohorte, on va vous aider à développer votre identité entrepreneuriale parce que l'objectif, c'est de trouver encore une fois qui on est, qu'est-ce qui nous anime, c'est quoi comme mission qu'on veut accomplir, c'est quoi la vision et les valeurs qu'on veut transmettre dans nos produits ou notre service. Une fois que vous avez découvert qui vous êtes en tant qu'entrepreneur, on va vous aider dans la deuxième cohorte à bâtir votre projet entrepreneurial. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet du business, comment on établit nos coûts, comment on market notre service, notre produit, trouver un nom, trouver une structure juridique. Toutes ces petites choses-là, on vous aide dans la deuxième cohorte. Et dans la troisième cohorte, on va vous aider à développer votre business. Donc, entre la deuxième cohorte et la troisième cohorte, vous avez ouvert votre entreprise, immatriculé votre business et vous avez déjà commencé à vendre votre produit ou votre service. Parce que dans la troisième cohorte, on va déjà vous identifier puis vous aider à dépasser le seuil de ce que vous vous êtes fixé et développer votre entreprise. Donc ça, c'est un programme qui commence donc le 30. Il y a encore des places disponibles. On a des super experts qui sont avec nous sur ces programmes-là. Donc n'hésitez pas à nous écrire ou à nous envoyer un message sur les réseaux sociaux ou par email. Et puis, on sera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner dans la création de votre entreprise.
Exactement. Et n'oubliez pas, on est là jusqu'à la fin de la semaine pour la semaine de lancement. Donc, ça nous fera super plaisir aussi de vous voir en présentiel dans nos locaux qui sont situés sur la rue Saint-Denis, au 3875 A rue Saint-Denis. Donc, vous êtes les bienvenus à venir assister aux conférences. Si vous ne pouvez pas assister, évidemment, ce pourquoi aujourd'hui on a mis en place le live, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui c'était difficile pour eux de se déplacer. Donc demain, on sera également connectés en live et sur Zoom. Donc restez en alerte sur nos réseaux sociaux. Si vous cherchez les liens ou si vous cherchez la manière de vous connecter, restez en alerte sur nos réseaux sociaux. Vous aurez les informations qui vous seront transmises. Et sinon, comme l'a dit Gladys, évidemment, vous êtes les bienvenus au local aussi pour nous rencontrer et voir le local, parce qu'il faut dire aussi que le local est disponible à la location. Exactement. Peut-être qu'il faudrait vous le dire aussi, le local est disponible pour les locations. On a une grande salle polyvalente, une salle de conférence, une cuisine. Donc, si vous avez des questions par rapport à la location et que vous cherchez un espace pour vos événements ou vos rencontres, eh ben, vous pouvez nous contacter aussi. Exactement. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.